Donc Ali Soili, c'est un garçon d'abord qui est né à Majunga, à Madagascar, en 1933. Et alors ce garçon-là, naturellement, il est placé dans de très bonnes conditions parce que Majunga est une grande capitale commerciale, administrative, politique, etc. Et donc il voit là des multiples communautés. Donc on peut dire que c'est un garçon qui est favorisé en ce sens-là. Il est d'une vive intelligence, mais son intelligence est complétée par un travail énorme. C'est un très grand travailleur. Et lorsqu'il rentre à Ngazidja à 10 ans à peu près, il rentre dans des conditions particulières que j'explique dans le livre. Il rentre à Ngazidja, à Mtsujini, et là, il continue, donc il entame plutôt l'école secondaire, la 6e, disons, hein. Même pas la 6e d'ailleurs à cette époque-là, c'est l'école primaire, pardonnez-moi. Il fait son école primaire à Mtsujini, et là, il est brillant, et il est admis à poursuivre ses études à Tananarive. Tananarive, c'est le lycée Lemire de Villers, qui en principe est réservé aux Français et vraiment aux gens très brillants, aux colonisés, mais des gens les plus brillants. Et là, à partir de la 8e, donc, il commence des études, et à partir de la 6e, il fait du latin et du grec en 4e, je crois. Donc il a vraiment la meilleure formation possible. Seulement, il y a un incident que je raconte dans le livre, qui fait qu'en 3e, il est exclu du lycée Lemire de Villers, arrivé en 3e. Et là, eh bien, il a un passage ennuyeux de 2 ans, et puis il est orienté vers l'agriculture. Et c'est une chance immense, parce que l'agriculture, c'est la base de l'économie comorienne. Donc il va entrer dans lui qui est un garçon cultivé, mais dans des études générales, va tout d'un coup entrer dans le vif du sujet, puisque c'est la base de l'économie et c'est la pratique de l'agriculture. Et là, il reçoit donc une formation à nouveau à Madagascar de 3 années dans un collège agricole. Donc, comme c'est un très grand travailleur, mais il ne faut jamais oublier que c'est un théoricien et un praticien, c'est-à-dire un homme très concret. Et l'agriculture va naturellement développer cette qualité en lui. À ce moment-là, après ces 3 années, il commence à exercer déjà la pratique agricole à Maoré, puis à Mdé de Ngazidja. À Maoré, c'est à Coconi notamment. Et donc, il commence à pratiquer, et comme il a un haut niveau déjà de formation, c'est le niveau du bac, puisque 3e, et il a fait 3 ans de collège agricole, à ce moment-là, on décide, c'est notamment les directeurs de la SODEC, pardon, pas de la SODEC, à l'époque c'est le BDPA, le directeur du BDPA décide de lui donner un perfectionnement en France. Et là, en France, il vient poursuivre des études, donc pendant 3-4 ans. Nogent et Montpellier notamment, c'est ça, hein? C'est à Nogent. Nogent seulement. Oui, uniquement à Nogent, mais il reçoit des formations courtes aussi, plus une formation plus approfondie à Nogent sur 1 an ou 2 ans en fait. Mais il ne faut pas oublier non plus que Ali Soili, c'est un garçon qui suit l'actualité de l'époque, l'actualité mondiale de l'époque, qui s'intéresse énormément à la vie politique, et donc il est tout à fait de ce mouvement qui va vers l'indépendance en 1960. Et justement, quand il vient à Paris, c'est en 60, et il reste à Paris de 60 à 64, c'est dire qu'il est véritablement dans ce mouvement de l'émancipation des pays africains. Mais il a une particularité, c'est que lui, parallèlement à sa formation officielle, il se donne une formation officieuse, parallèle, politique. On ne sait pas tout sur son parcours à ce moment-là, mais on sait que déjà c'est un très grand lecteur, et il va donc lire les principaux auteurs, notamment
pour aller vite, le principal, c'est René Dumont. René Dumont est un Français qui enseigne à Paris et qu'il rencontre d'ailleurs, il va à certains cours, et c'est le Français qui a écrit en 1961 « L'Afrique noire est mal partie ». Cela signifie que René Dumont, contrairement à toute la nomenclature officielle, lui est très critique sur la direction que prend la politique africaine, qui est déjà la fameuse France-Afrique qui sera dénoncée plus tard. Et pour lui, donc, il a d'autres fondements. Alors René Dumont lui montre une autre manière beaucoup plus sûre de développer le pays, c'est-à-dire de partir de l'agriculture des travailleurs, des paysans, des travailleurs, avec un développement sobre, peu de dépenses, du travail, enfin quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce qui est mis en place dans un cadre néocolonial, qui ne dit pas son nom, bien sûr. Alors Ali Swali, donc, déjà, en plaisantant, laisse entendre qu'il dirigera le pays un jour. Mais évidemment, comme c'est un comique, il a un très bon vivant, on ne le prend pas trop au sérieux, il est plutôt considéré comme un Parisien, etc. Et en plus, il y a une autre raison, c'est qu'il sait une chose, c'est que pour arriver au pouvoir dans un monde de corrompus, il faut cacher son jeu. Et donc, il va, je ne dis pas cela pour les techniciens qui sont des gens rigoureux, donc il a appris la rigueur technicienne, mais le monde politique, lui, est beaucoup plus corrompu, et donc il se laisse un petit peu, il ne donne pas une image claire de lui, si bien qu'on ne sait pas où il est. Et les Comoriens eux-mêmes considèrent que c'est un membre du personnel politique ordinaire. Et ce que j'ai découvert en lisant les revues de l'ASEC, l'Association des étudiants et stagiaires comoriens en France, c'est qu'il avait en fait publié pratiquement toutes ses idées et tout son programme entre 1970 et 1972, mais de manière anonyme. On ne sait pas que c'est lui qui a écrit, mais quand on lit les articles publiés dans la revue de l'ASEC, qui s'appelle Trait d'Union, eh bien on voit la coïncidence entre ces articles non signés et le programme qu'il a appliqué ensuite. Or, pendant cette période 1970-72, il se trouve qu'il est ministre. Et donc ces articles anonymes passent dans la revue de l'ASEC qui est opposée à tous les ministres et à tous les gouvernements. Donc vous voyez, il joue un jeu particulier qui tient à une extrême finesse d'analyse, mais il a poussé une analyse. Il est le seul à avoir, le seul Africain, ou presque, il me semble, mais je peux me tromper, à avoir poussé une analyse sur sa société et donc à voir ses graves lacunes et à savoir déjà que le pays marche sur la tête et pas sur ses pieds, c'est-à-dire sur des idées dépassées, et donc les dirigeants actuels ne pourront jamais assurer un développement pour Comores, qui est un pays à construire entièrement. Alors son arrivée au pouvoir en 1972, donc on a... Alors de 72 à 75, il est dans l'opposition. Et curieusement, il est dans l'opposition, mais officiellement, il est avec Saïd Ibrahim. Officiellement et officieusement, il est derrière Saïd Ibrahim. Et ces deux personnages, Saïd Ibrahim et Ali Swali, ne semblent pas du tout pressés par l'accession à l'indépendance. Alors ça, c'est un paradoxe. Alors que nous savons, je sais, disons par le travail qu'Ali Swali a déjà tout son programme et que lui, il sait ce que c'est que l'indépendance. Alors, il passe pour anti-indépendantiste, alors qu'en 1973, eh bien, toute la classe politique s'est ralliée au motif de l'indépendance. En réalité, ces gens qui sont indépendantistes ne savent pas ce que veut dire l'indépendance, alors qu'Ali Swali et un peu Saïd Ibrahim le savent.
L'indépendance, eh bien, cela implique qu'on ne dépende de personne pour exister et pour vivre et pour dire ce que l'on a à dire. Donc ça demande une discipline dont les Comoriens ne sont pas vraiment capables en 1975, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est que l'indépendance, puisque dans la vie courante, ils vivent toujours en interdépendance. L'interdépendance, c'est-à-dire que les nobles dépendent des petits parce qu'ils ont besoin de leurs compliments, de leur suffrage, de leurs louanges. Et les petits croient qu'ils dépendent toujours des riches, des puissants pour solliciter, quémander, etc. Donc, dans le plan familial, nous savons très bien que le tissu social est très serré, encore plus à Ngazidja qu'ailleurs. Donc, on est toujours interdépendant. Donc, mais l'indépendance est un concept nouveau. Personne ne sait ce que c'est, mais on a admis le principe parce qu'on a remis le pouvoir au sénateur Ahmed Abdallah. En 1973, le sénateur est allé voir Paris et le président Pompidou lui a confié, au fond, le pays. C'est lui qui dirigera l'indépendance. Mais ce sera naturellement une pseudo-indépendance, puisque le pays, pour le moment, ne produit que très peu de choses, et ce qu'il produit ne profite qu'à très peu de gens. Voilà. Donc son arrivée au pouvoir, eh bien, elle se fait parce que, comme il sait déjà qu'Ahmed Abdallah ne pourra peut-être venir à l'indépendance, mais ne pourra pas ensuite assumer les responsabilités que ça implique. Et donc, lui, il se contente d'attendre et de faire un travail de sape et de réunir paradoxalement tous les opposants. Et cela réussit sur 3 ans, on peut dire, sur 2-3 ans, parce qu'il réunit tous les partis, mais toujours sans véritablement, sans dévoiler ses plans et son programme. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est le seul, comme je vous le disais, à avoir un projet politique dès 1968, à avoir élaboré un programme, une théorie fondamentale, un programme détaillé et logique, cohérent, et ensuite à avoir une volonté de faire, plutôt le nia que le doua, et enfin à avoir une capacité rare, dont tout le monde est conscient d'ailleurs, parce que c'est un animateur, par exemple, avec son mouvement Mranda de paysans, eh bien, il peut donner un rendez-vous à son groupe, et à telle heure, et les gens sont à l'heure précise. Alors que les Comoriens ne sont jamais à l'heure quand on leur donne un rendez-vous. Ça implique déjà la capacité de discipline et de persuasion qu'il a et d'empire sur les gens qui le suivent. C'est un exemple. Mais disons, en gros, il va arriver au pouvoir pour des raisons particulières, parce que il est avec Saïd Ibrahim. Or, quand Ahmed Abdallah déclare, et toute l'Assemblée déclare, proclame la déclaration d'indépendance le 6 juillet 1975, d'abord, lui-même et son groupe votent pour cette déclaration, paradoxalement, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et ensuite, eh bien, le problème de Mayotte surgit, puisque Michel Debré et son groupe de pression ont réussi à affaiblir Ahmed Abdallah et surtout à déborder les autorités françaises qui n'étaient pas pour cette séparation de Mayotte, dont on sait très bien qu'elle est tout à fait injuste et incohérente. Alors, dans ce cas-là, Giscard, avec le lien de Lebré, attention, Yves Lebré, qui est un proche de Giscard et un proche d'Ali Soili, un admirateur d'Ali Soili d'ailleurs, eh bien, il décide de faire un coup d'État, de laisser faire le coup d'État, parce que peut-être cela pourrait permettre de sauver Mayotte.
En tout cas, on l'explique ça à Ali Swali, qui n'est pas bien convaincu, mais c'est sa dernière chance. Pourquoi? Parce que les Mahorais, peu de temps, ou dans les années précédentes, s'étaient engagés envers Saïd Ibrahim en disant: si c'est vous, Saïd Ibrahim, qui arrivez au pouvoir, nous avons confiance en vous qui êtes un juste, et à ce moment-là, on ne cherchera pas à sortir. En fait, c'est un subterfuge parce que la sortie ne vient pas des Mahorais, la sortie vient de Michel Debré, ancien député de la Réunion depuis 1963, ministre des Armées et qui a beaucoup d'influence en France. Donc, c'est eux qui décident de la sortie ou non de Mayotte. Ce ne sont pas naturellement le groupe du NPM. Voilà. Donc, on laisse faire Ali Swali qui fait son coup d'État pour Saïd Ibrahim. Le coup d'État est fait pour Saïd Ibrahim. Le cheminement prévu, c'est que on fait un coup d'État, on met en place des élections assez correctes, et ces élections amènent un homme légitime, c'est-à-dire Saïd Ibrahim au pouvoir, qui va essayer de sauver la question de Mayotte, sauver l'intégrité territoriale. Voyez ? Et déjà, Ali Swali a pris un empire, puisque en voyant une délégation en France pour discuter de Mayotte, comme la délégation n'obtient rien, elle part d'ailleurs avec des instructions précises, eh bien, ça ne fonctionne pas, et Ali Swali dit, dans ces conditions-là, on est navré, mais on ne peut pas signer d'accord de coopération avec la France, qui est la puissance occupante de Mayotte. Donc c'est impossible. Donc, quelle est l'attitude de Saïd Ibrahim? Je ne la connais pas bien à l'époque, mais de toute manière, Saïd Ibrahim est un peu, toujours lui, c'est un homme en recul, en distance, et ensuite, surtout, eh bien, il va décéder, je crois que c'est le 20 décembre, quelque chose comme ça, 1975, à côté de la Mecque, à Jeddah, je crois. Vous voyez? Et donc, Ali Swali se trouve à ce moment-là complètement seul. Les Français ne sont plus là, sauf à Mayotte, les autorités coloniales ne sont plus là, sauf à Mayotte, et il n'a plus de chef tutélaire au-dessus de lui. Il se trouve seul. Et alors là, la révélation, c'est qu'il a quelque chose à faire. Et donc, il va, comme d'habitude, il retourne toujours les situations. C'est-à-dire que, selon la loi dialectique de philosophie dialectique, c'est comme une pile électrique, vous avez une borne plus et une borne moins. Quand vous avez la borne moins, il faut chercher la borne plus. La borne moins, il a échoué sur Mayotte, mais il va utiliser le plus, c'est-à-dire que puisque les gens occupent Mayotte, à ce moment-là, nous sommes dans une situation de salut public, de salut national, et donc il faut une situation extrême, il faut donc des mesures extrêmes et stimuler la conscience nationale. Le 2 janvier, c'est là où il est véritablement proclamé, déclaré, élu chef d'État. Il arrive au pouvoir, mais lui, il a un programme. C'est le seul chef d'État, à ma connaissance, qui est un programme élaboré, logiquement construit, avec des étapes à parcourir, vous voyez. Il a donc véritablement sur 5, 7 ans, 8 ans, il a déjà un programme. Sur 8 ans à venir. Donc sur ces 3 ans, bon allez, 2 ans. 2 ans et demi de pouvoir. Qu'a-t-il essayé de construire? Ah, alors c'est tellement vaste, il a voulu construire Komoro. Komoro n'existe pas. D'abord, il n'y a pas de conscience nationale à Komoro. C'est-à-dire que chacun a d'abord pour objectif de défendre ses intérêts personnels, puis ceux de sa famille, puis ceux de son quartier, puis ceux de son village, même pas vraiment les intérêts de son île, et encore moins ceux de l'archipel. C'est-à-dire qu'on croit être comorien alors qu'on n'est que Moali, Maoré,
Ngazija, Zouane. Voilà. C'est un élément important. Il n'y a pas de conscience nationale solide, je veux dire. Donc, il faut construire la nation, et ça, il a travaillé là-dessus sur lui-même, il a commencé par lui, il a construit la conscience nationale en lui, d'abord parce qu'il a bien compris que les îles, il y avait un travail à faire pour rapprocher les consciences, les îles, par exemple, il a toujours parcouru lui-même les îles de manière à connaître bien les populations et leurs coutumes, leurs croyances, leurs règles. Donc, il a ensuite veillé, comme l'a fait Saïd Ibrahim d'ailleurs, à garder beaucoup de respect pour les îles moins dynamiques, comme Maoré et Moali, qui étaient moins dynamiques et moins peuplées, et il a marqué beaucoup de respect en veillant à ce que le principe d'égalité soit assuré. Ce que n'ont pas fait les gens du Parti vert, par exemple, pas suffisamment en tout cas. Alors, il veut construire la conscience nationale, mais surtout il veut construire un pays indépendant. Nous avons dit, quelle est sa conception? C'est que pour que Comoro soit indépendant, il faut qu'il puisse subvenir à ses propres besoins sans tutelle, et il ne s'agit pas dans son esprit de changer de maître, c'est-à-dire de passer de la tutelle française à une tutelle arabe ou à une tutelle de n'importe quel pays. Non, il s'agit véritablement d'assurer son indépendance. Comment? Par le développement. Alors là, il s'appuie naturellement sur René Dumont, beaucoup sur René Dumont. Le développement ne peut passer que par l'agriculture, puisque c'est la base, mais déjà une agriculture qui commence un peu à s'industrialiser, ce qu'il a appelé l'agro-industrie, les petites usines de transformation des produits du pays. Et ensuite, le problème du développement, c'est qu'il n'y a pas de développement sans équilibre. C'est-à-dire que le développement doit profiter à toute la nation. Et ensuite, surtout, il ne peut pas y avoir deux nations dans une nation. Ce qui veut dire que la nation comorienne ne peut véritablement exister que si les deux classes sociopolitiques sont dissoutes. Cela signifie que on ne peut pas accepter qu'une classe dominante continue à opprimer une classe, la masse qui est beaucoup plus nombreuse, la classe dominée. Ça n'est pas possible. D'abord, alors naturellement ça a des conséquences très profondes. Très profondes. Par exemple, comment la richesse nationale, elle est fondée sur quoi? À Comoro, eh bien, ce sont les régions des bas qui produisent les produits riches, les produits qui sont exportés et qui rapportent des devises. Vous voyez? Donc cela est fait depuis déjà longtemps, depuis que les dirigeants comoriens se sont branchés sur le marché mondial, et ça remonte à 1730 à peu près, la période du café, qui était développée à Maurice notamment, à l'île Maurice par les Français. À ce moment-là, les dirigeants, les sultans comoriens, quelle était leur fonction? Eh bien, ils trafiquaient de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, ils faisaient des prisonniers en Afrique qu'ils vendaient, plus ou moins, on peut dire qu'ils vendaient carrément, aux planteurs à Maurice et à La Réunion. Donc, c'était déjà une activité économique importante. Mais, pour que ces richesses des bas, produites par les bas, par la classe dirigeante des grands féodaux comoriens dans les villes, des citadins, eh bien, ces richesses-là, il faudrait qu'elles servent au développement de toutes les Comores, c'est-à-dire des hauts également. Parce qu'il y a des infrastructures à mettre en place, notamment les routes, etc. Et comment faire?
en 1975, d'ailleurs, la Bambao est encore propriétaire de beaucoup de terrains, et même la New Makele également, de beaucoup de terrains, notamment à Anzouane. Eh bien, les gens des bas accumulent des richesses, mais ne les investissent pas dans le pays. Ils utilisent simplement les richesses pour accumuler des richesses et pour les utiliser pour leur intérêt personnel, mais pas dans le pays. La seule manière donc de pouvoir développer le pays est de prendre le contrôle de la production et de la commercialisation des richesses, la vanille, l'ilang, le clou de girofle, ce sont les produits qui rapportent de l'argent à l'État comorien. Donc immédiatement vous voyez que l'État comorien tout d'un coup doit prendre un rôle important, ne serait-ce que parce que la bourgeoisie nationale, dans les villes comoriennes, la bourgeoisie nationale n'assure pas ce travail de développement. C'est une bourgeoisie qui a des caractéristiques, elle est idéologiquement attachée aux très anciennes idées féodales depuis 1550 à peu près, elle est très proche des idées anciennes. Elle est une bourgeoisie non pas industrielle comme on a connu en Europe, elle est une bourgeoisie uniquement commerçante. C'est tout. Donc elle est incapable d'assurer le développement du pays. Incapable. Par conséquent, le travail de l'État est de se substituer, de remplacer cette bourgeoisie qui ailleurs a réalisé le développement, et donc l'État prend en charge tout le travail, mais la conclusion, c'est qu'il faut se saisir du domaine foncier. Du domaine foncier, et il ne faut pas oublier que si l'indépendance a été acceptée par les dirigeants comoriens, c'est parce qu'ils convoitaient les terres de la Bambao, la New Makele et la SAGC. La bourgeoisie nationale veut mettre la main sur ces terres. C'est ça qui l'intéresse dans l'indépendance. Pouvoir accaparer les terres et s'enrichir encore, mais toujours aux dépens du petit peuple. Ali Swali, lui, n'a pas cette conception. Et il veut en plus garder l'outil de production. C'est-à-dire que les Comoriens disent, notamment les petits bourgeois des villages, des villes, disent, bien, prenons la terre et partageons-nous le domaine foncier. C'est pour ça qu'on est pour l'indépendance. Voilà. Ali Swali a une autre conception, puisque lui, il pense à la nation entière. Donc, il n'est pas pressé, et alors on dit, oh là là, mais donc il est véritablement un homme des Français en fait. Il ne veut pas donner les terres, alors qu'il a naturellement un objectif beaucoup plus ambitieux. Mais il y a beaucoup d'objectifs. Il y a une construction générale, parce qu'il ne veut pas seulement construire Komoro, il veut construire un Komoro, c'est-à-dire construire un Comorien nouveau. Vous voyez? Et ça, le Comorien nouveau ne peut se construire que sur 15 ou 20 ans. Cela implique la refonte totale de l'éducation. Il est influencé donc Mahomet, Karl Marx, Lénine. Pourquoi Lénine? Parce que Lénine est arrivé au pouvoir, il a réussi à arriver au pouvoir. Il a également, c'est à la fois, comme le sera Ali Swali, un théoricien et un praticien, les deux qualités qui sont très importantes. Il a écrit des livres théoriques très intéressants, notamment pour critiquer l'État, aussi paradoxal que cela paraisse. Ça s'appelle L'État et la Révolution, où il démontre que l'État doit être supprimé paradoxalement. Et enfin, Lénine a été très actif pour réhabiliter les peuples dominés, les peuples colonisés, même en Russie. Et d'ailleurs, Ho Chi Minh s'est rallié
à son mouvement, justement à cause de cela, de cette ouverture sur les peuples dominés. Ensuite, après Lénine, il y a Mao Tse-tung. Pourquoi Mao Tse-tung? Tout simplement par l'analogie un peu unique entre l'importance du domaine agricole. Hein? La révolution doit partir des campagnes, c'est pour cela l'influence importante, et puis naturellement aussi pour ses qualités de résistance, de courage, etc. Et enfin, le plus important, l'influence la plus importante, je l'ai dite, c'est celle de René Dumont. Parce que c'est un développement mesuré, d'ailleurs très économe en vie humaine aussi, René Dumont. Respectueux des vies humaines, très important. Et enfin, lui-même apporte sa connaissance inégalée des 4 îles. Parce que lui, il est allé dans les îles très tôt. Il a utilisé ce qui devrait être à la base de la formation, naturellement, de tous les jeunes Comoriens, c'est d'abord d'aller vivre et visiter chaque île. Donc, voilà un peu comment il construit sa théorie. Et à partir de là, avec son apport personnel, ses qualités personnelles, il peut construire, élaborer un programme cohérent et logique. Alors, à partir de cette doctrine de la nation comorienne, eh bien, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que cela est plus clair en Ngazidja, mais cela existe un peu partout parce que c'est dans la mentalité féodale ancienne. Il constate que sur le Bangwe, au Bangwe, c'est-à-dire à la place publique, Pangahari, à la place publique n'interviennent qu'un tout petit groupe d'hommes. Et qui sont les hommes qui interviennent? Ce sont les notables, les nobles, les chefs politico-religieux et idéologiques. Donc, ce sont ceux-là qui interviennent. Mais les femmes ne sont pas là. Donc, cela veut dire déjà, si les femmes ne sont pas là, c'est 50% de la population qui n'a pas le droit à la parole. Ensuite, ce n'est pas seulement les femmes, les jeunes, et parfois ça va très loin, parce qu'en Ngazidja, on est considéré comme jeune tant qu'on n'a pas fait ses obligations coutumières, ça peut aller jusqu'à 40 ou 50 ans, n'ont pas droit à la parole. Ensuite, les techniciens, ce ne sont pas eux qu'on écoute, puisqu'ils n'ont pas le droit à la parole. Au total, qui gouverne le pays, qui dirige le pays? Eh bien, alors il y a quelques politiciens, mais ces politiciens ne sont souvent que l'émanation de ces groupes coutumiers, politiques religieux également, et donc, eh bien, finalement, ça ne peut pas, la nation comorienne ne peut pas fonctionner comme cela. En plus, ce sont des gens qui ne sont pas compétents sur les domaines techniques. Au total, il faut réintroduire dans l'histoire dont ils ont été chassés à partir de 1550 ces catégories opprimées et niées. Les femmes, il faut les réintroduire, ça prendra du temps parce que il faut les former, il faut les éduquer, il faut leur permettre de leur donner confiance. Les femmes, les travailleurs manuels, bien sûr, parce que les producteurs, par définition dans le monde féodal, n'ont pas la parole. Les producteurs sont méprisés. L'ennui, c'est que si on méprise les producteurs, on méprise la production. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la production véritablement. Or, sans production, il n'y a pas de développement. Sans travailleurs, sans travail, il n'y a pas de développement. Donc voilà pourquoi. Alors les jeunes également, c'est la troisième catégorie, qu'Ali veut promouvoir. Les jeunes, pourquoi? Eh bien parce que les jeunes ont un dynamisme dont ils ont fait preuve dans les îles. Si vous prenez par exemple Ntsuje, Chouani, Ngazidja, si vous prenez Wani à Nzouani, et probablement qu'à Moali, que je connais moins bien, eh bien il y a également les équivalents, ce sont les jeunes qui assurent l'animation culturelle dans les villages. Ça a été favorisé aussi par la colonisation, puisque l'enseignement du français a
un peu accoutumer les gens au développement intégré. C'est-à-dire que dans les associations, garçons et filles peuvent s'exprimer ensemble, ce qui n'est pas très en odeur de sainteté pour les chefs religieux. Bon, en tout cas, ce sont les jeunes qu'Ali a repérés dans les villages et qu'il va utiliser pour ses campagnes, la campagne d'alphabétisation de la nation, par exemple, qu'il engage dès 1976. Donc, voilà pourquoi les trois grandes catégories sont les femmes, les travailleurs manuels et les jeunes qui ont été expulsés de l'histoire et qu'il faut réintroduire dans l'histoire et même qu'il faut mettre au premier rang. Bien. Alors pour ce qui est de sa mort, donc je n'ai pas besoin de dire qu'il a rencontré de multiples obstacles. J'en ai recensé par exemple 33 ou 34 obstacles, mais il y en aurait d'autres. Évidemment, vous imaginez qu'une telle refonte, création de Komoro allait susciter des oppositions, notamment sur le plan du domaine, la défense du foncier, le domaine foncier. Pour la classe dirigeante, c'était impensable. Donc, il est naturel qu'il ait été combattu. Les conditions de sa mort, ça m'est un peu difficile. Enfin, vous savez qu'il a été naturellement assassiné par un sbire de Bob Denard, mais sur une décision prise par un cénacle de personnalités politiques comoriennes qui sont assez connues, qui ont pris la décision de l'exécuter parce que naturellement Ali Swali leur était tellement supérieur que s'il était resté vivant, il représentait une menace permanente. Alors pour dire l'assassinat, les conditions de l'exécution, ça a été fait par une arme blanche, un poignard, un stylet, etc. Bon. Le 29 mai, donc 1978. 29 juin, 29, attendez, 29, alors c'est 29 mai ou juin? Juin, je crois. 13 mai, non, c'est le 29 mai. Alors, donc la question c'est que je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a des choses étonnantes dans les conditions de son décès. Et ça, vous le trouverez dans le livre. Pour ce qui est de ce qui reste d'Ali Swali, l'influence d'Ali Swali aura été énorme. Il ne faut pas oublier cependant que l'image et le message et l'héritage ont été troublés. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour priver le peuple comorien de son héritage d'Ali Swali. La raison en est évidente. Il fallait absolument non seulement faire disparaître Ali Swali, mais il fallait surtout faire disparaître sa théorie et son programme, sa doctrine en quelque sorte, parce qu'elles sont une menace permanente en quelque sorte. Donc pendant 11 ans, il y a eu un matraquage systématique anti-Ali Swali, c'est-à-dire de 1978 à 1989. Il a fallu faire disparaître tout à fait la pensée d'Ali Swali, par la terreur d'ailleurs, mais aussi par la propagande. Si bien que les gens qui avaient connu Ali Swali avant l'indépendance ont été persuadés qu'Ali Swali était devenu fou, que c'était un monstre, qu'il avait assassiné tout le monde, etc. Ça a été la propagande pendant 11 ans. Et curieusement, ça n'a pas suffi. D'abord parce que son demi-frère, Mohamed Johar, est arrivé au pouvoir en 1990, et à ce moment-là, il a été plus tolérant, disons. Et surtout parce que les partisans d'Ali Swali ont diffusé à ce moment-là ses cassettes. Mais peut-être circulait-elle même avant. Bon. En tout cas, à partir de 1990, on entend tout le temps ses discours, donc on ne peut plus nier son existence. Mais l'héritage est complexe, parce qu'en fait, il y a deux classes qui ont profité, ou deux catégories qui ont profité. La classe dominée, bien sûr, puisqu'il avait travaillé pour elle, mais également la bourgeoisie. La bourgeoisie nationale moderne a profité de cette influence
iconoclaste, c'est-à-dire qui casse les images traditionnelles, elle en a profité pour s'affirmer aux dépens des anciens féodaux. C'est comme ça que vous voyez par exemple Azali Assouman reprend les expressions d'Alice Wally sans le talent, naturellement, le même talent, mais il se présente comme en disant que je suis venu pour défendre les femmes et les jeunes, etc. Vous voyez, on reprend certains thèmes. Mais naturellement, ça n'a pas du tout la même signification, la même ampleur que le programme, que le projet d'Alice Wally. Donc, ce qu'il en reste, eh bien, il ne reste pas grand-chose d'Alice Wally, sauf le souvenir d'un coup de foudre, en quelque sorte. Et en présentant cet ouvrage, j'ai quand même l'impression de rendre son héritage à un peuple quand même, on peut dire, largement assez malheureux. Il faut penser à, par exemple, ce qui se passe en ce moment au nombre de Comoriens qui meurent dans le lagon de Mayotte presque tous les jours. C'est effrayant. À la suite de l'occupation, il est évident qu'un Alice Wally vivant et au pouvoir aurait harcelé la France et l'État français et lui aurait rendu la vie impossible. Mais pour faire cela, il fallait avoir une capacité de résistance dont les Comoriens ont montré qu'ils étaient capables sous Alice Wally. Parce qu'ils ont réalisé sous Alice Wally des choses dont ils ne se seraient jamais cru capables. Voilà, c'est ça l'exploit d'Alice Wally.